Bienvenue dans le Focus du jour, un focus consacré à l'Afrique du Sud, à ce procès de l'apartheid qui s'ouvre ce lundi, ou plutôt à ce début de procès. 6 multinationales sont accusées d'avoir profité du système de l'apartheid. Elles commencent à s'expliquer ce lundi devant la justice. Parmi ces entreprises, Ford, IBM ou encore Daimler Chrysler, les parties vont exposer leurs arguments. Le procès en lui-même ne devrait pas commencer avant quelque temps. Le Focus du jour raconte l'histoire d'une personne qui a porté plainte contre ces multinationales, qui a saisi la justice en vue d'obtenir réparation. C'est un sujet réalisé par Caroline Dumais. Regardez le sujet, on est avec elle tout à l'heure. Cindy Choi fait partie des dizaines de milliers de Sud-Africains qui portent plainte contre les sociétés qui ont collaboré avec l'apartheid. Elle avait été blessée en 1976, torturée alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Elle a perdu son bébé et plusieurs autres membres de sa famille. Victime du système, elle recherche aujourd'hui les responsabilités internationales de ces années-là. Si les sociétés qui vendaient des armes n'avaient pas aidé notre gouvernement, c'est sûr que les autorités n'auraient pas pu agir de la sorte. Parce que dans les townships, à l'époque, les tanks circulaient tout le temps et ça tirait et courait autour de nous. On ne nous laissait pas respirer. Des millions de Sud-Africains ont été victimes de l'apartheid. Une dizaine de multinationales sont attaquées. Parmi elles, les banques suisses qui ont permis le commerce de l'or, les fabricants de voitures qui fournissaient ces fourgons de police et aussi les sociétés informatiques sans lesquelles la classification raciale n'aurait pu être aussi efficace. Un dossier préparé depuis presque 10 ans par les avocats sud-africains. La loi américaine permet à des individuels d'attaquer n'importe quelle compagnie susceptible d'être complice de violation des droits de l'homme. L'apartheid a été classé comme crime contre l'humanité. On se souvient encore du soutien international et de l'émotion immense qu'avait engendré l'affaire des fonds juifs. Et ce à cause des atrocités qui ont été perpétrées. Mais on se demande pourquoi on n'a pas ce genre de soutien alors que pendant plus de 40 ans, les Sud-Africains ont vécu une sorte d'holocauste à leur façon. En Afrique du Sud, en tout cas, le procès est populaire, car la problématique des réparations n'a jamais été réglée. La commission Vérité a très peu indemnisé les victimes. Beaucoup espèrent que cette saga judiciaire aboutira à la mise en place d'un fonds de réparation destiné à ceux qui en ont le plus besoin. Cet argent sera administré de telle façon que ce seront les victimes de l'apartheid qui en bénéficieront. Ceux qui ont souffert et qui continuent aujourd'hui de souffrir, même après notre indépendance, après 1994, ces fonds seront pour ces gens-là. Le procès des réparations pourrait durer plusieurs années. Les plaignants semblent s'y être résignés. Ils n'ont d'ailleurs rien à perdre. Vous savez, c'est un peu comme David et Goliath. On s'est dit qu'il nous fallait être patient, le plus patient possible. Bien sûr qu'on peut perdre. L'essentiel, c'est qu'on montre au reste du monde qu'on s'est battu. Aucune compagnie listée n'entend faire de commentaires. Elles continuent leurs affaires comme elles l'ont toujours fait dans l'ex-pays de l'apartheid. Reportage de Caroline Dumais qui est en duplex avec nous dans un instant. Mais avant de la retrouver, nous sommes en ligne avec Anne Dissez qui connaît très bien l'Afrique du Sud. Elle a été correspondante dans ce pays pendant 12 ans. Pourquoi, selon vous, un début d'accélération dans ce procès? Ça fait 10 ans que ça dure. Est-ce que, selon vous, le passage de témoin entre le président Thabo Mbeki et l'actuel président Jacob Zuma y est pour quelque chose? Oui, je crois que autant ce passage de témoin, comme vous dites, entre Thabo Mbeki et Jacob Zuma est important, comme il est important aux États-Unis entre George Bush et Barack Obama. C'est-à-dire que c'était des demandes, c'était, comme vous dites, c'était des affaires qui étaient, même plus depuis plus de 10 ans, qui étaient dans les cartons en Afrique du Sud et qui n'aboutissaient jamais, parce que bon, il n'y avait pas de refus en Afrique du Sud, mais il y avait en tout cas une incompréhension. Et je crois que ça tient à ce qu'étaient ces deux hommes et leur rapport à leur peuple. C'est-à-dire que bon, Thabo Mbeki tous les deux étaient des dirigeants de l'ANC, étaient des membres très influents de l'ANC évidemment, mais ils avaient un parcours politique qui était différent. Et Thabo Mbeki était un homme d'à l'appareil, était beaucoup plus marqué
comme étant un homme de l'appareil, qui pensait que tout pouvait se résoudre, il suffisait de le vouloir et que le parti suivrait un petit peu. Bon, Zuma, vu les conditions de son élection et surtout de la manière dont il est arrivé au pouvoir par la critique de la présidence de Thabo Mbeki, de son prédécesseur, est beaucoup plus enclin à écouter ou à donner le sentiment, en tout cas, qu'il écoute le peuple, quoi. Les gens. Il est donc beaucoup moins frileux que Thabo Mbeki. Voilà, il est prêt à prendre à des risques là-dessus parce qu'il sait qu'il en a besoin pour assurer son pouvoir. Et puis, il y a cette organisation, le Kulumani, qui est une association en Afrique du Sud qui se pose en défense des victimes de l'apartheid, qui a une certaine audience quand même dans la partie la plus défavorisée des anciens militants qui ont vécu des Sud-Africains qui ont vécu l'apartheid dans leur chair, quoi. Anne Dissès, journaliste à Africa numéro 1, restez avec nous. Nous sommes maintenant avec Caroline Dumais qui a réalisé ce reportage. Bonjour Caroline. Alors, rappelez-nous le principe de ces actions contre ces multinationales qui ont profité, en tout cas qui sont accusées d'avoir profité du système de l'apartheid. Rappelez-nous le principe de ces actions en justice contre ces multinationales. Écoutez, cette class action, le système de class action, comme on dit, c'est une vieille histoire. Ça a été déjà instauré, les premières procédures ont été instaurées en 2001 et ont été rejetées, réinstaurées, rejetées par la Cour américaine. L'idée, c'est qu'il y a aux États-Unis une loi qui dit que n'importe quel individuel ou communauté a le droit de poursuivre en justice une multinationale ou une entreprise américaine si ces entreprises ont été complices de violation des droits de l'homme. Et l'apartheid a été déclaré crime contre l'humanité. Donc la conjonction des deux, la possibilité de la loi américaine plus le fait que l'apartheid a été considéré comme crime contre l'humanité fait que le cas de ces entreprises est jugeable sur sol américain. Les entreprises en question ne sont pas n'importe lesquelles, Caroline Dumais. On parle de Ford, on parle de Chrysler, on parle de General Motors. Cela fait des années que cette procédure dure, vous l'avez rappelé tout à l'heure. En quoi les sociétés en question auraient-elles participé activement à ce système de l'apartheid ? Écoutez, comme je l'ai montré dans le reportage, il ne s'agit pas simplement de faire des affaires. C'était pas à cause du business seulement. Je crois que ce que les avocats essayent de montrer depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu une participation active et que la façon... Si on regarde par exemple IBM est accusé parce que sans IBM, les systèmes de classification raciale et les fameux passes dont les Sud-Africains étaient obligés d'avoir pour circuler en Afrique du Sud n'auraient pas pu être possibles. Si on regarde certaines compagnies allemandes qui fabriquaient des fourgons de police, on peut directement les incriminer, considérer qu'ils sont complices de certaines violations des droits de l'homme. Donc, c'était pas seulement les sociétés qui ont fait du business, des affaires avec le gouvernement de l'apartheid. C'était quand même aussi, ça dépendait quelles affaires. Donc, il faut quand même prouver qu'il y a eu une participation active à un système, à un régime oppressant. Caroline, on parle de ce personnage fil rouge, on va le dire comme ça dans notre jargon de journaliste, dans votre reportage. Elle croit qu'elle pourra obtenir justice, mais en même temps on parle aussi de cette procédure, parce qu'on n'est pas encore dans le procès. Qu'y a-t-il comme chance que cette procédure aboutisse vraiment ? C'est difficile à dire, mais je dirais qu'il y a de plus en plus de chances. D'abord parce qu'ils ne vont pas lâcher. Les Sud-Africains ne vont pas lâcher. S'ils perdent cet appel, eh bien ils continueront à la Cour suprême américaine. Et puis je crois qu'il y a la politique en Afrique du Sud a changé. Jacob Zuma au pouvoir, ça change beaucoup les choses. Thabo Mbeki, vous savez, était tout à fait contre cette initiative. Il considérait que c'était très mauvais pour l'image de l'Afrique du Sud et pour les investissements étrangers en Afrique du Sud. Mais le gouvernement de Jacob Zuma, c'est différent. On a quand même eu une lettre en septembre dernier de Jeff Radebe, le ministre de la Justice, qui dit que le gouvernement soutient moralement cette initiative. Et ça, c'est un pas important. Alors bien sûr que le gouvernement préférerait que ça soit en fait un règlement à l'amiable, qu'on crée un fonds de réparation à l'amiable pour les victimes et pas un procès en haut couleur, mais il n'empêche qu'il y a eu un changement de politique qui fait que c'est possible. Aussi à signaler aux États-Unis, si l'administration sud-africaine a changé, eh bien l'administration américaine a aussi changé. Et avec Obama,
on pense que c'est plus facile qu'avec Bush. Merci Caroline Dumais en Afrique du Sud. Merci aussi à Andy 16, journaliste à Africa numéro 1. C'était le focus du jour.